Nous sommes avec James Steele pour commenter les événements de la première semaine de novembre 1940, une semaine qu'on pourrait croire sous l'impact de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire la rencontre Pétain-Hitler à Montoire, la rencontre Hitler-Franco, la rencontre en Italie avec Mussolini. Pas du tout. Ce à quoi tout le monde est attentif cette semaine-ci, c'est Roosevelt sera-t-il ou ne sera-t-il pas réélu? Événement central, de quoi dépend bien sûr la suite des événements et l'issue de la guerre, chacun s'en doute bien. Or, on va noter que les Allemands évitent de parler de cela. Et même quand il sera réélu, ils n'en parleront pas, de la réélection de Roosevelt. Et les Anglais non plus ne vont pas en parler, mais pour une raison différente, par souci d'avoir du tact, hein, et de ne pas influencer au dernier moment par de malencontreuses interventions les électeurs. Alors, James Steele, les téléspectateurs le connaissent, qu'il se présente un petit peu. Bien, écoutez, je suis maître de conférence à l'université de Glasgow, en Écosse, en histoire et littérature française contemporaine. Mais enfin, j'ai un dada qui sont les rapports entre la politique et la littérature dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre en France. Et c'est avec cet armement moral, mental, cette culture que nous allons analyser, que vous allez analyser ce que nous allons voir. D'abord les actualités allemandes, puis les actualités anglaises. Die Aussichten für die Gemüseversorgung im kommenden Winter sind wesentlich besser als in den Vorjahren. Vom Feld geht es direkt zur Eisenbahnstation, wo der Kohl verladen wird. Die Kartoffelernte steht in allen Gauen des Reiches kurz vor dem Abschluss. Mit Hilfe von Spezialmaschinen werden die Kartoffeln ausgerodet und dann eingesammelt. Werden sie eingemietet. Die Kartoffelernte wird in diesem Jahre etwa 60 Millionen Tonnen betragen. Das sind 5 Millionen Tonnen mehr als im letzten Friedensjahr. In einem Steinbruch im Bayerischen Wald wird Granit für den Autobahnbau gewonnen. An Ort und Stelle werden einzelne Blöcke, die bis zu 60 Kubikmeter groß sind, zerteilt, roh behauen und dann zu den Baustellen abtransportiert. Hier der Weg zum Talübergang Kasern in der Nähe von Salzburg. Diese 24 Meter hohen Brückenpfeiler sollen eine 188 Meter lange Brücke tragen. Zur besonderen Versorgung und Betreuung der Arbeiter an den Autobahnen und anderen großen Bauvorhaben schuf die Deutsche Arbeitsfront vorbildliche Gemeinschaftslager. Oberstes Gesetz ist größte Sauberkeit. Die großen hellen Wasch- und Duschräume entsprechen allen hygienischen Anforderungen. Die Lagerfriseure haben alle Hände voll zu tun. Im Tagesraum gibt es Zerstreuungsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Neueste Tageszeitungen und Wochenschriften hängen aus. Eine Bibliothek wird von den Lagerinsassen selbst verwaltet. Post hält die Verbindung mit der Heimat aufrecht. In modernsten Küchenanlagen wird für gesunde, kräftige Kost gesorgt.
Besonders beliebt sind die zahlreichen KdF-Veranstaltungen in den Gemeinschaftsräumen. Am Spitzerberg bei Hainburg im Gau Niederdonau wurde durch den Gauleiter Dr. Juri ein neues Segelfliegerlager eröffnet. Die Flugzeuge tragen die Namen gefallener Jagdflieger. Windsack und Windmesser, zwei wichtige Instrumente für den Segelflieger. Das Seil wird ausgezogen und schon schwingt sich der Vogel in die Lüfte. Der Stabschef der SA, Viktor Lutze, unternahm eine Besichtigungsreise durch die Ostgebiete. Hier ein Besuch in der Marienburg. Am Grabe des im Polenfeldzug gefallenen SA-Obergruppenführers Meyer-Quade in der Nähe von Litzmannstadt legte der Stabschef einen Kranz nieder. Obergruppenführer Meyer-Quade war Führer der SA-Gruppe Nordmark. In Posen besichtigte der Stabschef anlässlich des Tages der Freiheit die neu aufgestellte SA-Standarte von Manteuffel. Auch in Litzmannstadt wurde der Tag der Freiheit als Erinnerung an die Befreiung vom Polenjoch durch eine machtvolle Kundgebung festlich begangen. Auf der Burg in Krakau wurde aus Anlass des einjährigen Bestehens des Generalgouvernements eine feierliche Gedenkstunde abgehalten, in deren Mittelpunkt eine Rede des Generalgouverneurs Dr. Frank stand. Anschließend fand die Übergabe der Hoheitsfahne für die NSDAP im Generalgouvernement statt. Eine große Parade der Polizei und SS-Verbände auf dem Adolf-Hitler-Platz beschloss die Feierlichkeiten. Je voudrais interrompre une seconde parce que on peut observer que quand les Allemands montrent les territoires occupés, Pologne, Tchécoslovaquie, etc., ils ne montrent que les Allemands. Les Allemands en Pologne, les Allemands qui font ceci, on ne voit pas les Polonais. Et il y a une politique de dépolonisation de la Pologne qui est extrêmement dure après un an de gouvernement et dont on commence à voir les effets, dont on connaît les modalités. Il s'agit de chasser toutes les élites polonaises du gouvernement de leur propre pays, de la gestion de leur propre pays. Il y a un décret qui prévoit que toutes les personnes qui ont été à l'université ne doivent exercer aucune fonction dans la Pologne telle qu'elle est gérée par les Allemands. Alors bien sûr, il y a eu des protestations. Particulièrement dure, qui va épouvanter tous les voisins de la Pologne.
Zur Entlastung der Truppe sind in den besetzten Gebieten Nachrichtenhelden eingesetzt worden, die sich außerordentlich bewährt haben. Hier ein Blick in eine große Paris-Fernsprechvermittlung. Ich verbinde. Einen Augenblick bitte, die Leitung ist besetzt. Bitte, ich verbinde. Pausenlos läuft auch die Arbeit in den Fernschreibstellen, wo eine dauernde Verbindung zwischen Front und Heimat aufrechterhalten wird. Der Fernschreibstreifen wird geklebt. Mit der Einnahme von Paris fiel unseren Truppen auch die Bekleidungskammer der französischen Armee als wertvolle Beute in die Hände. Hier lagern in riesigen Mengen Uniformstücke und wärmende Unterkleidung. Französische Hilfskräfte besorgen unter deutscher Leitung das Sortieren und den Abtransport der verschiedenen Kleidungsstücke. Im besetzten Gebiet werden die erbeuteten schweren und schwersten Panzerkampfwagen gesammelt. Ein Teil von ihnen kommt nach Deutschland und wird hier einer nützlichen Verwendung zugeführt. Bilder von einer Übung unserer Nachrichtentruppen im besetzten Gebiet. Infanterie geht über einen Fluss zum Angriff vor. Der Infanteriespitze folgt der Feldfernkabeltrupp. Das Gelände liegt unter angenommenem schweren Beschuss. Die Fernsprechverbindung zu den hinteren Linien ist unterbrochen. Meldung an die Störungsstelle. Der Störungstrupp setzt sich in Marsch und zieht, von angenommener Feindwirkung dauernd bedroht, neue Kabel. Die beschädigte Stelle ist gefunden.
neu gezogenen Kabellängen werden miteinander verbunden. Die Nachrichtenverbindung ist wiederhergestellt. Im Verlaufe seiner Gastspielreise durch Italien gab Herms Niel in Rom mit dem Reichsmusikzug des Reichsarbeitsdienstes ein großes Konzert vor verwundeten italienischen Soldaten. Nach der Eroberung von Sollum und Sidi el Barani gehen die italienischen Truppen sofort an den Ausbau von festen Straßen durch die Wüste. Gute Straßen sind unerlässliche Voraussetzung für die glatte Heranführung des Nachschubes und damit von ausschlaggebender Bedeutung für den Erfolg einer modernen Armee. Japanische Bombengeschwader starten zum Angriff auf die Burma-Straße. Sie wurde bekanntlich, entgegen den vertraglichen Abmachungen, von den Engländern wieder geöffnet, da sie auf diesem Wege der Chiang Kai-shek-Regierung Waffen und Munition zuführen wollten. Japan beantwortete diese Herausforderung sofort mit einer Großaktion seiner Bombengeschwader. Die japanischen Maschinen im feindlichen Flakfeuer. Trotzdem finden die Bomben ihr Ziel. Die englischen Kriegsausweitungspläne scheitern auch im fernen Osten. Voilà un épisode qui mérite un commentaire, car il est présenté d'une façon un peu déformée. On parle de rouverture malgré les accords. Qu'en est-il en fait? En juillet 1940, Churchill et le gouvernement britannique ont décidé, sous pression des Japonais, de fermer la route de Birmanie, qui était la seule voie par laquelle on pouvait acheminer des armes, des équipements vers Chiang Kai-shek, qui était en train de se battre contre les Japonais depuis près de 3 ans. Donc il y a eu de la part de Churchill une attitude qui rappelait fortement l'apaisement des années 30 et de Munich. D'ailleurs, dans la presse américaine, on a parlé d'un nouveau Munich. En Chine, on a parlé de trahison, on s'en doute. Alors ce que je trouve intéressant, c'est de se dire pourquoi de juillet 40 à octobre 40, car ici il y a un autre phénomène que je mentionne en passant, c'est qu'il y a un décalage assez important entre ce que l'on voit aux actualités et les événements historiques. Cet événement, on peut le dater avec précision, il s'agit du 17 octobre 1940. Donc il y a presque 3 semaines, 3 à 4 semaines de décalage. Donc qu'est-ce qui a motivé Churchill pour qu'il passe de l'apaisement en juillet 40 à une forme d'agressivité, si vous voulez, en octobre 40? Bon, il y a d'une part le pacte tripartite qui a été signé le 27 septembre 1940 entre le Japon, l'Italie et l'Allemagne. Et par ailleurs, Churchill, qui a gagné la bataille d'Angleterre, a regagné une certaine confiance
Et il a aussi reçu de la part de Roosevelt, vous en parliez tout à l'heure, des assurances qui restent secrètes, puisque nous n'en sommes pas encore aux élections. Mais des assurances comme quoi les États-Unis allaient armer la Grande-Bretagne, on trouverait un moyen de résoudre le problème des paiements, etc. Donc, d'une façon assez ironique, les actualités allemandes montrent qu'il y a eu un tournant de la guerre et dans l'attitude britannique. Siegreiche deutsche Unterseeboote kehren zu ihren Stützpunkten zurück. Kapitänleutnant Schepke, er versenkte mit seinem Boot auf seiner letzten Feindfahrt über 40.000 Bruttoregistertonnen. Und hier das Boot von Kapitänleutnant Prien, der als erster Unterseebootkommandant die 200.000 Tonnen Grenze überschritt und vom Führer mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet wurde. Das Boot von Kapitänleutnant Kretschmer macht fest. Er konnte, wie der Wehrmachtsbericht meldete, ebenfalls mehr als 200.000 Tonnen Schiffsraum versenken. Der Führer verlieh auch ihm das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Schon laufen wieder neue Boote aus, den Engländer vernichtend zu treffen, wo er sich auch zeigt. Reichsmarschall Hermann Göring bei seinen siegreichen Jagdgeschwadern an der Kanalfront. Major Wick, einer unserer erfolgreichsten Jagdflieger, meldet dem Reichsmarschall das Richthofengeschwader, das getreu seiner Tradition zu den erprobtesten Verbänden im Kampf gegen England zählt. Und hier Besichtigung des Zerstörergeschwaders Horst Wessel. Hauptmann Böhlke, der bekannte Weltkriegsflieger und Begründer der modernen Luftkampftaktik, der vor 24 Jahren nach 40 Luftsiegen tödlich abstürzte. Anlässlich des 24. Todestages geleiten Mitglieder des Böhlke-Geschwaders seine Mutter zur Grabstätte in Dessau, wo das Geschwader einen Kranz niederlegte. Auf einem Feldflughafen in Frankreich werden einem Gruppenkommandeur des Böhlke-Geschwaders Besatzungen und Maschinen einsatzbereit zum Flug gegen England gemeldet. Die letzten Bomben werden eingehängt. Eine Kette He 111 beim Start.
Immer höher steigen die Maschinen. Immer wieder geht es gegen England. Das Ziel ist erreicht. Die Bombenklappen werden geöffnet. Die englischen Kriegsverbrecher erhalten durch die systematischen deutschen Vergeltungsangriffe immer schwerere Schläge, bis zu ihrer endgültigen Vernichtung. Oui, les bombardements sur l'Angleterre continuent, oui, vers toutes les villes, bien sûr, mais on commence à sentir que le conflit se mondialise. Et ça se voit au niveau du non-dit par le fait qu'on voit de plus en plus la mer. D'ailleurs, du côté des Anglais, on va glorifier la marine britannique, alors que c'est l'aviation qui a gagné la bataille d'Angleterre, n'est-ce pas? Et le fait que la mer prenne le pas tout doucement sur les airs signifie que la guerre va se développer dans le monde entier. D'ailleurs, on est déjà presque au début de la bataille de l'Atlantique. Oh, tout à fait, on est d'ailleurs plus qu'au début. La bataille de l'Atlantique fait rage, et c'est d'ailleurs pour cela que l'on vante les mérites de la marine, d'ailleurs dans les deux pays. Oui. Hein, on le verra dans les actualités anglaises. Et là, je crois qu'il faut expliquer que la bataille de l'Atlantique, elle est encore plus importante que la bataille d'Angleterre ou de Grande-Bretagne. Car en effet, les sous-marins allemands, qui d'ailleurs reçoivent les félicitations de Hitler, ont un succès fou dans l'Atlantique. Et en 7 mois, c'est-à-dire de juin 1940 à décembre 1940, ils ont réussi à envoyer par le fond plus de 20% de la marine marchande anglaise. Ça recommence comme en 1916, 1917. Exactement. Voilà. Ce qui veut dire non seulement une perte en tonnage importante, mais également des importations essentielles, c'est-à-dire plus de 20% d'importations essentielles qui ne parviennent pas en Grande-Bretagne. Et alors un autre chiffre qui est quand même étonnant, c'est de constater qu'on arrive à remplacer une partie infime de cette perte. Conclusion, si on fait des calculs, l'Angleterre va tenir à ce rythme pendant 2 ans au grand maximum. Alors, ce qui est important de constater, c'est que c'était une hantise chez Churchill, et d'ailleurs dans sa correspondance avec Roosevelt, il souligne bien que c'est la première fois et la seule fois où il a vraiment eu peur pendant la guerre. Mais on a une vraie répétition de la guerre de 14-18, parce qu'il y a eu cette montée en 14-18 des succès des sous-marins allemands, et il y a eu un moment où ça n'a pu déboucher sur rien, et finalement, ils ont perdu la guerre sous-marine en 41, comme ils ont perdu en 17, et avec les mêmes illusions de départ, ce qui est assez extraordinaire. Oui. Alors maintenant, on va voir les actualités anglaises qui se situent dans ce contexte de la guerre sur mer. The First Lord of the Admiralty, Mr. A.V. Alexander, speaking at a luncheon given by the English-speaking Union, pays tribute to the magnificent work of the Royal Navy. Today it faces the threat of invasion, backed by the attack of surface ship, the attack of submarine, the attack of the E-boat, the attack of the mines, new, varied, deadly in their character, moored and magnetic, and by the new and powerful modern threat of both bomb and torpedo launched from the aircraft. I hope I may be forgiven for saying, I think I shall be, that it cannot be too strongly stated on the other hand, that with the present threat to all free peoples occasioned by the ruthless assaults of the totalitarian dictators, the British Royal Navy is today not only defending our lifeline, but it stands between the dictators and the free peoples in the Western Hemisphere. Sea power will eventually encompass the destruction of the enemy. And I hope that the Royal Navy may look for even greater cooperation in this decisive sphere of the fight for victory and freedom from our friends overseas.
food and clothing centres in London for victims of Germany's bombing raids are again visited by the Queen. Wherever Her Majesty goes, there's always a cheering crowd to welcome her. At this centre, the Queen talks to homeless children at play. One busy group of boys and girls have made a model dairy farm in Plasticine, a model of a place where you could once buy butter. Now it's the home of the Wizard of 2 Oz. OZ, oh yes, ounces. Into the historic old castle at Cape Town, so much associated with the sailing vessel days of the Dutch East India Company, came a party of modern Dutchmen, as gallant as any crew that pioneered the sea route to the Cape. They're from a cruiser of the Royal Dutch Navy, recently in South African waters. And though their homeland is under the Nazi heel, they are fighting on. Cape Town gives these undaunted seamen the warm-hearted welcome they so well and truly deserve. A civic luncheon is held in their honor, and among the guests are many members of the cabinet. There is a little difference between this modern greyhound of war and those early merchant ships from Holland that lay in this same bay, but their purposes are somewhat linked. Those ships of yesterday brought civilization to South Africa. This cruiser is helping to defend it. Holland will never be conquered. She still fights on. City hitchhikers want to get to work in the mornings and home before the evening blitz commences. Private and commercial car drivers can help in a big way if they'll give them a lift. Once upon a time it used to be, no thanks, I'd rather get out and walk. But now it pays to advertise. The big-hearted Arthurs are to be found among the vans and lorries just as much as among the limousines. But now the Ministry of Transport has arranged for extra petrol for motorists who give regular lifts within a 20-mile radius of London. Filling your car means filling your tank. Passenger transport services are hard-pressed, and it's within the power of the motorist to get thousands of city workers to and from their offices. One city magnate we know catches the 8:33 lorry every morning, but dignity is preserved. Oh, Jeeves, reserve me a seat in tonight's Carter Patterson. Arrêtons-nous là un instant, car ces actualités nous montrent un élément que je trouve particulièrement intéressant. En effet, que voit-on? On voit des Londoniens qui s'installent dans la routine. Et la routine, aussi pénible soit-elle, a un grand avantage psychologique, c'est qu'on peut prévoir les événements. Et alors il y a un élément qui est particulièrement intéressant ici, c'est que les Allemands, en bombardant systématiquement Londres tous les soirs, ont créé une routine, ont forcé les Londoniens à s'adapter. Et là, on remarque qu'ils peuvent s'adapter d'une façon assez amusante, mais surtout assez efficace. Et il y a d'autres exemples de cette adaptation, et vous verrez pourquoi je vous en parle, car c'est important. Par exemple, lorsque les avions allemands arrivaient au-dessus de Londres pour bombarder la ville, les sirènes hurlaient, et il y avait donc une alerte générale. Tout le monde s'arrêtait, les usines s'arrêtaient, les gens rejoignaient leurs abris. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'en fait, les Allemands ne pouvaient pas bombarder tout Londres. Ils bombardaient l'Est, l'Ouest, le Nord ou le Sud, enfin des quartiers assez précis. Et on a donc mis sur les toits des guetteurs. C'était donc, si vous voulez, un système D à l'anglaise. Et ces guetteurs avaient pour but d'avertir leurs camarades à l'usine, dans l'entreprise, etc., si oui ou non les bombardiers s'avançaient ou volaient dans leur direction. Conclusion, malgré les alertes générales, malgré les bombardements, tout Londres ne s'arrêtait pas. C'était que les quartiers qui étaient bombardés. Donc on voit bien là qu'il y a, si vous voulez, une réaction qui est assez intelligente, parce que ainsi les bombardements allemands n'ont pas du tout interrompu la production industrielle de Londres. Mais en province, je crois que ça ne s'est pas passé comme ça. Non, alors justement, il y a l'autre élément dont je voulais vous parler, qui est important du point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'une routine, on peut s'habituer. Mais les Allemands ont commencé à comprendre que c'était peut-être pas le bon système. Ils ont peut-être réagi à ce que Churchill avait dit, en riant d'ailleurs. Au vu des statistiques, il y en avait pour 10 ans avant que Londres soit anéanti. Mais les Allemands, justement, à peu près au début du mois de novembre, c'est juste avant Coventry, ont décidé qu'il valait mieux bombarder des villes de grandeur moyenne et de le faire pendant 1 ou 2 soirs, et ensuite d'interrompre les bombardements pendant une dizaine de jours. Ce qui fait que les gens n'ont jamais eu le temps de s'habituer et de s'adapter. Et au moment où ils pensaient que la vie normale avait repris son cours, les Allemands revenaient et les bombardaient. Et là, il y a des rapports, par exemple, comme Mass Observation, qui envoie des rapports quotidiens, où on voit très bien que le moral des villes de taille moyenne, comme par exemple Southampton, Bristol, Hull, Reading, le moral commence à flancher sérieusement.
Ready for the long march across the Blue Mountains of Australia, Brigadier Murray, commanding officer, issues final orders to his staff. This march to Bathurst is to be our first real test of the efficiency of the brigade. We're going to test the leadership of the officers and the spirit and fitness of the men. I'm confident that you will spare no effort to carry this operation through right to schedule. Off we go, Digger, and it's a long trek. Fighting fit at the start, they'll be tougher still at the end of 12 days marching. We'll go with them as walk correspondent. Goodbye, Dolly Gray, and next time bring your big sister with you. Hero worship. Well, the youngsters haven't got that all on their own. Why, even some of the old 1914 sweats see the lads on their way. Napoleon said, an army marches on its stomach. But the AIF know an army marches on its feet. It feels as if you've got 2 feet in one boot. Uh-oh, has he got hot dogs? Comrades, fall in! Wouldn't it? I'll say. Here comes the soldier! Well, come inside at once. Come on. Undo your hair. The regimental mascot. Hey, that's treason or something. But Boris's stripes help him out. On with the march. Westward, ever westward, with the kiddies wondering what it's all about. Eve tempted Adam with an apple, they say. But today, Adam doesn't need much tempting. There she goes again. Well, she goes. Come on, Sophie, pick him up, my beauty. Spot just wouldn't be left behind, so he's carried behind. I bet the sergeant's pleased. And the mighty river of men flows on, a river as irresistible as their own fighting spirit. Night falls, a welcome respite from the foot slogging of the day. Kiss me goodnight, Sarge. Another day, and off we jolly well go again. Wherever duty leads them, not one will lose the memory of the grandeur and greatness of the land for which he fights. Nature made it grand. The diggers can make it great. Hail the AIF! In RAF training centers at home and overseas, graduates of the finest Air Force in the world are studying for a profession which has won immortal glory in the greatest aerial war of all time. In the classrooms where heroes are born, skilled instructors school their pupils in navigation and course plotting. Just one of the many and varied subjects in the curriculum of aviation. A practical demonstration with a dismounted engine. Other recruits with scale models study the design of different types of foreign aircraft. Student wireless operators master the technique of wireless telegraphy, sending and receiving Morse signals. Each of these subjects demands a high degree of intellect. When any of our aircraft go into action, brains are at the controls. In the Link Trainer, a pupil pilot experiences all the sensations of a plane in flight. With the hood drawn over the cockpit, he learns to fly by his instrument panel, blind flying. Instructors follow his actions at the controls and check his force through a microphone. A recording instrument traces out the course he has taken, later to be studied for mistakes, if any. Yet another class is studying flash lamp signaling, a form of communication much used by our Coastal Command for transmitting messages to ships at sea. And now we approach the time when we see the trainees about to take to the air, when they will put into practice all they have learnt. On the tarmac assemble these men with wings.
Pilots, navigators, wireless operators and gunners. Maps and parachute harness are checked. The ground staff have assembled the planes, and there they are. Like great falcons attending their masters, they stand ready, waiting. Contact. There's music in those roaring exhausts. It's a symphony of singing steel. And as the mammoth engines warm up, the planes begin to wheel about and prepare to take off into the wind. In the cabin, pilot and instructor. It's high adventure. In a little while, taking off, banking, zooming, twisting, turning will all be as easy as they said it would be, when you know how. But he and his fellow pupils are in the air, and there's a war on. Fine, they've been waiting for this. And down below, hundreds of others are marching into that lecture room, studying, listening, writing, learning. And more men are wanted to fall in and fly. From the heat of the war, we turn to something cooler. An ice carnival in New York, and are they hot? It's staged for the benefit of society folk who would shine this winter and swank on the local lakes. The experts say it's easy when you've tumbled it. If the seats of the flighty are a bit tender, it'll be worth it when their friends say, "Ah, ain't they cute?" or whatever it is they say over there. Dorothy and Hazel are tops, and I don't mean maybe. I think that's the correct American expression. There's more in this than meets the ice. The First Lord of the Admiralty, Mr. Alexander, said recently that there was a feeling among English-speaking people that the Royal Navy could do anything, anytime, anywhere. How right that is. The Mediterranean fleet has shown that the Mediterranean, far from being an Italian lake, as Mussolini tries to pretend, is much more likely to become his grave. In these dramatic episodes of sea warfare in the Near East, an Italian bomber is being engaged by the ship's anti-aircraft guns. It's a battle royal. Now the Wop lets fly with everything he's got. Look out, fish. So you want to fight, eh? Then here's something to go on with. When anyone takes on Admiral Sir Andrew Cunningham's boys, he's asking for trouble. It was certainly a scrap while it lasted, but way out over the horizon, a telltale ball of black smoke scars the skyline. From the warship, a lifeboat takes off to pick up any of the plane's crew who may be floating around. Here's one who won't be playing next Saturday. Meanwhile, the guns of British warships make any Italian feel like hiding under the salt sea waves. Why worry? He'll get there. Oui, les Anglais ont un langage très dur, hein. Et puis, ils sont la meilleure aviation du monde, et ils ont gagné une bataille, tu vois. La meilleure marine du monde, ils le disent, ils sont partout. Une petite arrogance qui commence à naître, ou à renaître. Car au fond, il y a trois fronts pour l'instant pour eux. Il y a, dans les airs, non plus la bataille d'Angleterre, mais la bataille psychologique d'épuisement du bombardement, de bombardement des civils. Il y a la bataille de l'Atlantique, qui est vitale, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a la bataille Méditerranée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous ? Écoutez, en ce qui concerne la bataille de Londres, en fait, le bombardement de Londres, il y a une anecdote qui est intéressante car elle montre le rôle joué par les scientifiques.
c'est que les avions allemands étaient guidés par une onde radio, et les Britanniques avaient réussi à décoder cette onde radio, et donc arrivaient à diriger les avions allemands en dehors de Londres. Et il y a de nombreuses anecdotes, comme quoi des bergers, par exemple, voyaient des centaines de bombes qui tombaient dans des champs totalement déserts, sauf pour les malheureux moutons qui s'y trouvaient. Donc, si vous voulez, la science contribue à l'effort de guerre britannique. En ce qui concerne la bataille de l'Atlantique, vous l'avez dit, c'est des pertes considérables qui vraiment inquiètent Churchill, mais les Britanniques finiront par la gagner. Il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte. D'une part, ils vont mieux organiser la défense des convois. Par ailleurs, un événement tout à fait fortuit, en mai 1941, un sous-marin allemand tombe entre les mains des Britanniques. Et ils découvrent à bord les codes allemands, ainsi qu'une machine secrète qui s'appelait Enigma et qui servait à codifier les messages. Donc pendant de nombreux mois, l'amirauté britannique sera parfaitement au courant des mouvements des sous-marins allemands dans l'Atlantique. En ce qui concerne la Méditerranée, qu'est-ce qui se passe? En Méditerranée, on a une sorte de bataille inattendue. Les Italiens ont attaqué en Tripolitaine, enfin en Cyrénaïque, en Libye dirait-on aujourd'hui. Ils ont pris Sidi Barrani, puis ils se sont arrêtés. Et on ne sait pas pourquoi ils ne continuent pas d'avancer ou de faire quelque chose. Et ils ne continuent pas parce qu'il se trouve que sur mer, Mare Nostrum, en Méditerranée, les Italiens sont surclassés. Ils sont surclassés d'abord parce que leur marine, qui est importante et puissante, est un peu datée. D'abord, ils n'ont pas de porte-avions qui accompagnent les cuirassés. La nuit, ils ne peuvent pas tirer. Ils n'ont pas de radar. On a dit qu'ils étaient sourds et aveugles. Et ils ne peuvent, la nuit, riposter qu'une fois qu'on les a attaqués, etc. etc. Donc, l'amirauté italienne a une sorte de complexe d'infériorité qui fait qu'elle n'ose plus livrer bataille, et du coup, elle ne peut plus aider les troupes italiennes de l'autre côté, c'est-à-dire en Afrique du Nord, comme on pouvait penser qu'ils le feraient. Et les Anglais, naturellement, s'en rendent compte. Il en faudrait moins. Alors, de leur côté, ils veulent avoir un système qui leur permette de maîtriser complètement la Méditerranée, et ils vont essayer de faire de Malte une sorte de super porte-avions qui permet de contrôler toute la Méditerranée. Et quand Hitler va comprendre la stratégie anglaise, il dit maintenant qu'il faut qu'ils s'en occupent, et c'est à ce moment-là que les Allemands vont intervenir, n'est-ce pas, aux côtés des Italiens. On a donc un moment qui se situe, un tournant, et ce tournant va être daté, c'est la semaine prochaine, C'est ça, ouais. où les Anglais vont préparer un gros coup, ils le préparent en ce moment. Ce gros coup, c'est avec leur flotte d'investir Tarente et de détruire la flotte italienne au port, ou du moins ce qu'ils pourront. Et ce sera un très grand succès, peut-être pas total, mais à partir de ce moment-là, le pouvoir en Méditerranée, le pouvoir de décision va passer aux Allemands d'un côté et les Anglais seront en face. Voilà. D'ailleurs, symboliquement, si vous voulez, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est la flotte qui domine maintenant dans les deux pays. Et la RAF avait essayé de bombarder Naples, par exemple, le 3 et 5 novembre, si je ne me trompe, et avait complètement échoué. Oui. Donc on voit bien qu'il y a un glissement qui se fait, et maintenant c'est la marine qui prend le dessus. Voilà. Alors la marine prend le dessus, du côté des Anglais, en Méditerranée. Dans l'Atlantique, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais on n'a pas encore parlé de quelque chose d'essentiel, c'est l'Atlantique Sud, oui, où intervient non pas Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt, mais un cinquième homme, De Gaulle. On en parlera bientôt. Merci James Steele d'être aujourd'hui avec nous.